Une fois de plus, il y a plein de choses à dire côté technologie. Cette semaine, avec Sébastien et Marc, on va parcourir l'actualité. C'est l'épisode 78 des Techno. Et dans l'actu, cette semaine, plein de choses, on va y revenir, hein. C'est un petit peu le principe de ce rendez-vous, c'est qu'on détaille un petit peu aussi de l'information qu'on a trouvée ça et là. Et on, c'est qui cette semaine? Je vous le disais, c'est de ce côté-ci Sébastien, salut Seb, et puis de ce côté-là, notre ami Marc. Tous les deux ont suivi l'actualité technologique, je le précise chaque fois, leur actualité technologique, parce qu'on peut pas tout voir non plus, donc les choses qui les intéressent au premier plan, ou qui sont passées devant eux, ils se sont dit tiens, ça serait intéressant à partager avec nos amis les technos, et c'est souvent comme ça le bienvenu. Ce que je vous propose avant toute chose, c'est de parler un petit peu du courrier des auditeurs. J'ai tendance un petit peu à bafouiller parce que j'ai des écrans systématiquement quand on commence qui s'éteignent. Après ils reviennent et tout va pour le mieux, mais souvent il y a des petits soucis comme ça dès le départ, c'est très particulier. Soit le courrier des auditeurs reçu via YouTube, par exemple, celui-ci c'est Fabrice qui nous adresse son bonjour Fabrice. Je vous suis depuis quelques jours sur votre chaîne YouTube. Je peux déjà vous dire félicitations à toute l'équipe. Alors, j'ai mis un... Je pense que des fois, vous tapez vite. J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est pour ça qu'il va à la place du B. J'aime bien avoir les invités dans différents endroits et qui utilisent Skype. Ben voilà, c'est notre cas à nous. Pour des raisons pratiques, hein, plus que pour rigoler avec Skype. Soyons clairs. Mention très bien à Steve. Steve... C'est lui. Alors, merci Mathieu. Merci Fabrice. Fabrice. Donc c'est Seb, hein. Sébastien, c'est Steve, on aura compris. En tout cas, parce qu'on t'a reconnu parce que effectivement, tu nous parles régulièrement. C'est mon troisième prénom. Voilà. Mais je ne sais pas comment il le sait. Mais parce que tu parles régulièrement des Galaxy S, voilà. Donc voilà. On en reçoit régulièrement des messages sympas comme ça. Donc ici, on voulait faire un petit clin d'œil à Fabrice. On a reçu également un message de William qui nous dit quoi? Il nous dit merci pour cette vidéo. C'est un raccord avec, je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs. Le vélo. C'est les vélos. Hors-série sur les vélos électriques. Donc c'est le dernier hors-série avec Benoît. Il est d'accord avec Benoît d'ailleurs, ce qui tombe assez bien. Parce que Benoît expliquait que le vélo électrique, ça faisait quand même faire un peu de sport. Ça fait un peu bouger quand même. C'est rester assis dans son canapé, on fait beaucoup moins d'efforts que quand on utilise un vélo, même à assistance électrique. Et donc il est d'accord avec ça. Dessus, et puis après, il faut résister au vent. Il faut pédaler. Et il faut garder l'équilibre. Je confirme. Il faut garder l'équilibre aussi. Donc voilà, ça c'est un message de William, sympa. Enfin, il nous dit que qu'est-ce qu'il nous disait aussi? Et demandait s'il existait un site qui synthétisait des tests de vélo électrique. Et je sais que oui, que quelqu'un a répondu en commentaire sous la vidéo en question. J'ai pas noté le nom dans ma petite tête, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui répondait, parce que ça se passe aussi entre vous, auditeurs, hein, sur les commentaires. Vous pouvez aussi vous répondre les uns les autres si vous avez l'information. N'attendez pas nécessairement que ce soit l'un de nous qui venions approvisionner en réponse. D'ailleurs, on les a pas toutes. Donc ici, c'est quelqu'un qui a eu la bonne idée de venir proposer en tout cas son site ou le site qu'il connaissait concernant des tests liés au vélo électrique. Ce qui me fait dire, dans la même lignée, que pour cet été, on va vous concocter des hors-séries consacrées au vélo électrique, à assistance électrique, et puis tous les gadgets qui vont autour, les choses un petit peu plus atypiques, exotiques, genre les skateboards, les monoroues, tout ce que vous voulez. On a trouvé quelqu'un qui va nous parler de tout ça, et que Benoît sera peut-être aussi de la partie, nos amis Marc, Sébastien, enfin tout le monde, on va tous participer à ça. C'est pour l'été qu'on vous prépare ça, donc si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on les gardera en réserve pour le coup, et on les posera à notre consultant. C'est bien ça, consultant, non? Consultant, ouais, ça en jette. Ça en jette, je trouve. Ouais. Nous, on a des chroniqueurs, lui, il est consultant. Mais voilà. La différence, tu sais ce que c'est la différence? C'est le salaire. Il y en a le chroniqueur n'est pas payé. Alors, on poursuit, parce qu'il y a eu du courrier cette semaine. Il y a eu un Stéphane qui nous a envoyé un What the fuck. C'est la rubrique W, hein, la lettre W, en fin d'abécédaire. Il va falloir attendre ou aller directement à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Mais vous perdriez quand même pas mal d'autres trucs intéressants d'ici là. Hein, donc, restez avec nous jusqu'au bout. Mais je peux déjà vous le dire que pour une fois,
un sujet a été proposé par un de nos auditeurs et il est le bienvenu. Et puis un petit coucou également aux gens de Player FM. Alors Player FM, comme son nom ne l'indique pas, c'est un player pour podcast. Donc c'est pas un player radio, pour Android, et qui nous a pris en référencement avec nos vidéos et puis également l'audio. Et cette application va être mise à jour très rapidement puisqu'il y a une version 3.5 qui débarque le 1er mai, donc ce week-end. Donc attendez peut-être avant de la télécharger parce qu'elle va être mieux que celle actuelle. Ça, je peux déjà vous le dire parce que moi je l'ai vue. Donc, je ne peux pas vous la montrer, je l'ai vue. Petite application, si vous n'en avez pas encore, à tester peut-être, la version 3.5 de Player FM, si c'est bien comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Je mettrai le lien, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi j'ai assez parlé. Ouais, il y a aussi une petite mention au mec qui a commencé les technos et qui, très logiquement, commence par le numéro 1. Alors on est au 78, quand d'ici à ce qu'il écoute ce numéro-là, il y aura quand même beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts. Donc voilà, on répond à ces questions. Hein. Voilà, d'après YouTube, si j'ai bien regardé les dernières statistiques, il est ou 3. S'il a commencé hier et qu'il regarde tous les épisodes, plus les hors-séries jusqu'au bout, il aura fini mercredi. Ah bah ça va. Donc voilà, c'est à peu près ce nombre de... Je crois qu'il y a 5 ou 6 jours en continu de contenu disponible qui vous est proposé depuis le début des technos. Et on y reviendra, on reparlera d'un futur anniversaire, mais on n'y est pas encore, hein, avec calme. On peut peut-être commencer notre abécédaire avec la lettre A. A comme... ça c'est malin. Alphabet. Tiens, on a trouvé un truc à mettre avant Apple, ça c'est bien. On commence avec Marc pour parler d'Alphabet et donc de Google, donc de Gmail. Gmail pour Android qui gère enfin les comptes Exchange. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, enfin, c'est un enfin relatif parce que la gestion existait déjà. Si on reprend un petit peu, on fait un petit rewind. Il y a quelques mois, Google avait annoncé une nouveauté majeure sur Gmail qui s'appelait Gmailify et qui permettait de récupérer la gestion directe des comptes Yahoo, Hotmail ou Outlook depuis l'application mobile. Donc cette nouveauté-ci se restreint uniquement sur l'environnement Android. Et depuis maintenant quelques jours, Gmail a officialisé une autre fonction qui elle était à l'époque réservée uniquement aux possesseurs d'un téléphone Nexus, c'était le support des comptes Exchange. Donc voilà, petite info pour dire que si vous avez un téléphone Android, si vous utilisez Gmail, si avant vous étiez forcé d'utiliser Outlook pour faire la connexion vers votre compte Exchange, maintenant vous pouvez de nouveau commencer à utiliser Gmail et ne plus garder qu'une seule application. Voilà. Oui, je vois un doigt se lever. C'est 2 doigts. Deux doigts. Attention que je suis loin d'être un amateur d'Exchange, mais il y avait déjà moyen d'utiliser Exchange sur Android sans Outlook avec le compte mail simple, donc l'application de base. C'était possible. Y compris même des boîtes sécurisées. Je sais que ma femme, pour accéder au boulot à sa boîte Exchange, doit avoir au minimum un code PIN ou l'empreinte digitale sur son téléphone. D'accord. Et sinon, ça peut pas se déverrouiller comme ça. Et donc voilà, il y a déjà des trucs qui existaient par le passé, mais pas dans Gmail, probablement. Ok, bon, ben voilà. Ils ont copié le code, quoi. C'est ça. C'est l'idée, quoi. On reste à la lettre A comme Alphabet et on va repasser la parole à Sébastien pour parler de Chrome OS qui voit débarquer le Play Store. Oui, alors c'est une version de développeur, hein, donc c'est pas, faut pas croire tous ceux qui ont Chrome OS aujourd'hui sur leur laptop vont pouvoir utiliser ce genre de truc. Mais le problème étant qu'au fil du temps, ce qui va sur un Chrome OS et ce qui va sur un Android, ça a quand même plutôt tendance à être la même chose, et ce qui se développe spécifiquement pour Chrome OS, on peut pas dire que ce soit non plus l'engouement extrême dans les magasins et dans les développeurs. Donc Google, pour essayer de sauver un petit peu le bousin, il y a une volonté pour le moment d'uniformiser le tout. Surtout que maintenant, voilà, au niveau desktop, les autres commencent aussi à avoir des expériences assez sympathiques, hein, même au niveau de Windows qui, ces dernières années, a quand même vachement changé. Eh bien, donc, notre petit Google a décidé d'intégrer au niveau de Chrome le fait de pouvoir lancer les applications Android directement. Alors ça se faisait déjà par le passé sous Windows, simplement
en installant quelques plugins, en bidouillant un petit peu sous le capot, il y avait moyen de le faire. Ici, ce serait supporté de base sur Chrome OS et probablement in fine peut-être avoir le même store ou un store réduit sur Chrome OS. Voilà, ça me semble pas totalement débile parce que ça sert à rien d'aller développer 50 fois la même application pour 50 plateformes différentes. Ouais. Voilà, il y a probablement encore des regroupements qui vont se faire dans les prochaines années. Il y avait des rumeurs il y a pas longtemps sur le fait d'utiliser le même langage de programmation pour Android que sur iOS. Bon, voilà, ça c'était une mauvaise rumeur. Mais voilà, c'est clair qu'on ne peut pas demander à des développeurs de continuer à développer pour 50 plateformes différentes. Ça coûte beaucoup trop d'argent. C'est ça, et puis avec plus ou moins de succès, enfin des plateformes qui sont assez inégales en termes de succès, soyons clairs. Donc ça devient difficile effectivement, et puis donc ça impose de placer aussi des priorités, j'imagine, qui font que forcément il y a des déçus, et plutôt que de faire des déçus, il vaut peut-être mieux unifier les choses, quoi. Je ne sais pas si Marc avait un truc à rajouter, non? Si, rien de spécial, sinon qu'effectivement tout ça va dans le sens de la convergence qui est de mise pour l'instant, et qu'à terme, même au niveau de la base de l'OS, il n'est pas impossible qu'on voit une fusion ou en tout cas une convergence entre Chrome OS et Android. D'accord, ok. À suivre aussi, comme affaire, c'est une affaire qu'on suit régulièrement d'ailleurs, qui évolue en permanence, donc on garde toujours un œil sur ces choses-là. On reste à la lettre A, mais cette fois-ci celle que vous attendez peut-être, A comme Apple avec Marc. Apple qui se prend, il faut bien le dire, une petite gamelle suite aux annonces récentes. Une petite, on parle quand même de petites gamelles à 2 chiffres, donc c'est pas si anodin que ça. Apple, en fait, aujourd'hui, peine quand même à rassurer après des résultats qui sont nettement en baisse pour la première fois depuis 13 ans, donc c'est quand même quelque chose qui mérite d'être salué. Ça fait 13 ans que les gars, ils grimpent, fallait bien que ça arrive un jour. Mais donc, un chiffre d'affaires qui est en baisse pour la première fois en 13 ans, principalement dû au fait que les iPhones se vendent moins bien, il y a des profits en recul, les résultats trimestriels qui sont plutôt décevants. Voilà. Le 26 avril, Apple a annoncé un chiffre d'affaires qui est en nette régression. On le voit, il y a quasi un nombre à 2 chiffres pour la diminution, ainsi qu'une autre série d'indicateurs financiers décevants. Malgré tout, il faut relativiser les choses. Oui. Les analystes sont excités là-dessus. D'un autre côté, 10 milliards de dollars de profit en 3 mois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent afficher ça. Il y a toujours 50 milliards de chiffre d'affaires sur la même période. La boîte reste la première capitalisation boursière au monde. Oui. Mais malgré tout, comme ce sont les analystes qui ont tendance à mener le jeu au niveau économique, c'est un coup dur pour la boîte et qui a surtout comme effet que beaucoup d'experts, on met des gros guillemets à experts, commencent à se poser la question de la survie d'Apple. Alors, c'est très prématuré, c'est simplement des discussions et des élaborations d'idées au niveau purement stratégique, mais Apple semble effectivement arriver dans une impasse, dans le sens où elle peine à se réinventer. C'est-à-dire qu'Apple, depuis le départ volontaire de Steve Jobs, est parti dans des directions où on ne l'attendait que trop et n'étonne plus vraiment. C'est devenu un excellent constructeur, ça a toujours été, mais l'esprit d'innovation qui était cher à Steve Jobs commence à vraiment... On reparle, se faire remarquer par son absence. On reparle de la voiture, de l'Apple Car, qui sera en cours de développement en Allemagne, paraît-il. Oui, bien sûr, mais encore une fois, ce sont des rumeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est lancé pour faire parler, pour faire le buzz, ou il y a vraiment quelque chose derrière? Disons que si effectivement quelque chose est en préparation, ils ont intérêt à venir avec un produit et un concept extrêmement fort, parce que au niveau de la voiture électrique d'une part, mais surtout de la voiture autonome qui sera la prochaine grande révolution en matière d'automobile. J'ai vu passer hier une nouvelle comme quoi Volvo a commencé à faire tourner en Suède et également au Royaume-Uni des véhicules de série de conduite autonome avec l'idée d'avoir une production de masse pas plus tard que 2018. Il y a déjà du haut de gamme qui sort chez BMW, chez Mercedes, etc. Exactement. Donc, la concurrence sera rude. Donc ici, effectivement, Apple a beaucoup à jouer, mais ne doit pas trop attendre. Ouais. J'ai vu aussi, mais je ne vais pas lancer de nom de marque, mais apparemment, il y aurait également une association
avec, me semble-t-il, Volvo dans le lot pour se mettre d'accord, j'imagine, sur des normes de sécurité ou pour partager des informations à un certain degré pour faire avancer ce dossier. C'est vraiment le moteur, en parlant de voiture, c'est le cas, c'est le moteur de la production de demain, quoi. Oui, on peut donner les noms parce qu'on connaît les acteurs. Effectivement, Volvo est dedans, Mercedes est dedans, BMW est dedans, Ford est dedans, Toyota est dedans et Tesla aussi. C'est ça. Et qui vont nous expliquer comment ne pas consommer et ne pas polluer. Petite parenthèse pour terminer sur le truc de la voiture. Oui. Il y a une loi qui est passée aux États-Unis, ou je ne sais pas si c'est une loi ou un projet de loi, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en stade assez avancé, qui a défini de manière irrévocable que désormais tout accident impliquant un véhicule dans le cas d'un véhicule à conduite autonome, ce serait originellement le fabricant qui sera responsable. Ah oui, d'accord. Donc ça va je la donne aussi de ce côté-là. J'entends Seb qui fait... Si, on en avait déjà parlé. Ah d'accord, ok. Je confirme. Ouais. Voilà. C'était un Steve confirme. Steve confirme. Oh, wow. Tiens, on va lui repasser la parole à Steve pour parler toujours d'Apple et de piratage d'iOS. On se rappelle de cette histoire, hein, on va pas revenir dessus, mais le FBI aurait piraté finalement iOS pour obtenir ce qu'il attendait, c'est-à-dire des informations dans un smartphone liées au terrorisme, etc., etc. Donc Apple maintenant reçoit des infos sur ce piratage, semble-t-il. Alors oui, et alors j'adore ce qu'ici, donc Apple n'a pas voulu collaborer avec le FBI pendant un certain temps, et puis évidemment à partir du moment où le FBI a réussi à rentrer dans le téléphone contre les espoirs d'Apple, eh bien Apple a fait un peu grise mine en disant vous devez partager les informations. Et donc le FBI ici s'est vanté de partager les informations d'un piratage en faisant un gros doigt d'honneur à Apple, parce qu'en fait, on voit partout dans la presse que le FBI partage les informations sur le piratage de l'iPhone, et en fait, pas du tout. C'est ça qui est exceptionnel quand on se renseigne un petit peu sur le truc, c'est que le FBI a décidé de partager avec la Maison Blanche, parce que c'est la Maison Blanche qui coordonne tout ce machin entre les entités fédérales qui auraient trouvé une faille et les entreprises, et qui décident si effectivement oui ou non elles partagent ça aux entreprises. Et donc ils ont partagé avec la Maison Blanche une manière dont ils ont piraté un iPhone, mais qu'ils ont utilisé par le passé, et pas celle-ci, parce que celle-ci disent non, celle-ci c'est pas nous on a payé une société tierce, on n'a pas les informations, donc on vous partage que dalle les enfants, dansez sur votre tête. Et donc ces informations sur le vieux piratage ont été partagées via la Maison Blanche à Apple, et Apple a répondu oui mais ça a déjà été corrigé, merci, c'est un vieux truc. Donc ils sont fait un petit peu embobiner. Par contre dans la presse c'est génial, parce que le FBI il fait redorer un petit peu son blason en disant voilà, en plus vous avez vu, on les a aidés. Et quand on regarde, Apple a corrigé ça dans iOS 9 et dans macOS X El Capitan, mais pas dans les anciennes versions. Donc le truc reste quand même actif, cette faille reste toujours ouverte sur les vieilles versions d'iOS, et Apple considère que comme plus de 80% des devices utilisent déjà iOS 9, ils s'en foutent, ils vont pas le corriger sur les anciennes versions. D'accord. Voilà, donc ça c'est toujours sympathique aussi. T'as qu'à mettre à jour. T'as qu'à mettre à jour, oui, c'est un peu ça l'idée. En même temps, l'important c'est d'être prévenu. Quand une mise à jour se fait, c'est bien de savoir en quoi elle consiste et ce qu'elle apporte comme amélioration, sinon c'est plus une mise à jour. Mais voilà. T'es obligé de faire un upgrade et rester sur une vieille version. C'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. D'accord. Bon, voilà, on en a fini, je pense, avec la lettre A. Hein. C'est fini pour aujourd'hui. On peut attaquer la lettre B. Comme business, Sébastien, avec Nokia qui s'offre en français, dont on a déjà parlé ici, dont Marc a testé un objet d'ailleurs. Non, c'était moi, je pense. Ou c'était toi ? Oui, c'est je sais plus. Non, j'avais testé le Whiting Pulse. Oui, c'est ça. On n'a jamais testé la balance ou le truc pour la tension, non ? Jamais ? Non, le truc pour la tension, c'est ton papa qui l'a testé. Voilà, c'est mon papa qui l'a parlé. On en a parlé. Hein. On en a parlé, on l'a évoqué. Mais effectivement, le Pulse, on l'avait testé, la balance également. Il s'agit de la boîte... Withings, c'est ça. Qui est donc rachetée par Nokia.
racheté par Nokia pour la modique somme de 191 millions de dollars. Donc bravo nos amis français qui sont maintenant sous le giron finlandais et qui pourront profiter quand même de pas mal de financement et de tout le réseau de Nokia, parce que Nokia, même si sur les téléphones ils sont pris de mauvaises dernières années, eh bien ça reste quand même une marque emblématique pour beaucoup de gens, hein. Elle jouit d'une plus grande reconnaissance que Withings au niveau du grand public. Même ma grand-mère, je pense, connaît Nokia. Elle cale sa porte avec les trucs. Un 2110. Oui, c'est ça, les 3110, c'était les trucs. Voilà quoi. Et donc, ils ont été rachetés et c'est le communiqué classique après, disons que Nokia, il s'intéressait à l'Internet des objets, mais que voilà, ça conforte sa position. C'est vrai que ça conforte sa position dans le secteur de la santé, parce qu'ils ont déjà quelques trucs, mais les gars, nos Français ici ont quand même une certaine expérience dans tous les devices grand public, oui. Ce que Nokia a quand même plutôt brillé par son absence ces dernières années aussi. Donc je trouve que c'est une très bonne acquisition pour Nokia pour essayer de se changer un petit peu d'orientation, à voir ce qu'ils vont faire de la marque, s'ils vont juste s'en servir pour vendre d'autres produits sous le nom de Withings, ou s'ils vont effectivement profiter de ces ingénieurs pour développer de nouveaux produits un petit peu plus rapidement encore. Alors il faut savoir que c'est pas encore avalisé, hein, donc il y a encore tout ce qui est concurrence et compagnie qui doit donner son feu vert. Il faudra encore quelques mois. On pense que ce sera pour le 3e trimestre de l'année où tout sera réglé et les fondateurs pourront empocher leurs 191 millions et partir aux Bahamas. C'est pas si, enfin, c'est beaucoup d'argent, hein, soyons clairs. Ouais. Je fais pas le snob, mais c'est quand on voit les bulles actuelles et les ventes et les acquisitions actuellement dans le milieu, c'est pas tellement cher en fait quand on réfléchit bien. Non, toute proportion gardée. Non, c'est pas très cher. Ça reste énorme pour une société et pour le logiciel en Europe, c'est pas mal du tout. Parce qu'il faut pas oublier que tout ça se passe entre sociétés européennes, et que les chiffres en Europe sont quand même un petit peu plus raisonnables que ce qu'on a aux États-Unis. Mais ici, on parle de quelqu'un qui produit du matériel versus une bulle qui est plutôt orientée sur des services, des sociétés de services, du SaaS ou des réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Donc on est plus sur du pur virtuel qui est en train de faire sa bulle versus des producteurs où ça reste encore assez logique. C'est suivant le chiffre d'affaires, suivant les bénéfices et suivant la production. Donc ça reste assez propre. Donc pour moi, ça vaut certainement. Voilà, c'est peut-être un très bon prix, mais ça doit valoir pas loin de ça. Mais ça va faire un bon gros européen dans le domaine du médical, enfin de la santé plutôt que du médical. C'est plutôt bien. Oui, et c'est le début. On l'avait prédit, enfin certains titres, pas nous, l'avaient prédit pour la fin 2015 qu'à partir de 2016. On aurait beaucoup moins de startups qui sont en train de lever beaucoup de fonds, mais on a plutôt des startups qui vont se consolider. Donc on serait plutôt en train de rentrer dans une période de mort naturelle ou de consolidation des startups pour faire des nouveaux géants sur base de plusieurs équipes. Voilà, c'est le début. Oui, et puis c'est toujours c'est cyclique aussi, hein, du renouveau et du sang neuf, il y en aura toujours à un moment ou un autre. Mais là, c'est vrai que crise aidant, et enfin voilà, c'est peut-être plus l'aspect grossissons gentiment, mais sûrement quoi. C'est un peu ça l'idée. Ok, Seb, on passe à la lettre D, si vous voulez bien. D comme donner. Je sais pas pourquoi je prends cet accent ridicule. Marc, la base de votants mexicains leak sur le web. Peux-tu mettre un bouchon, s'il te plaît? Si, señor. Qu'est-ce que la mexicana base? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une société spécialisée dans la sécurité qui s'appelle qui s'appelle MacKeeper, et cette société emploie un monsieur qui s'appelle Chris Vickery, qui est un expert dans son domaine et reconnu apparemment, qui s'est rendu compte que traînait sur Amazon Cloud Service, une base de données contenant à peu près 94 millions de coordonnées
Donc 94 millions de records. Et ces 94 millions de records, en fait, sont les coordonnées complètes, depuis le nom à l'adresse, au numéro national, enfin l'équivalent et toutes les coordonnées qui vont avec, des votants en âge de voter au Mexique. Ah oui. Ce que ça fout là, ils ne le savent pas trop. Il y a évidemment des présomptions comme quoi, parce qu'apparemment le gouvernement mexicain a réagi en disant non, nous c'est pas possible, on a des mesures de sécurité drastiques, on est vraiment des gens très en avance là-dessus. D'ailleurs, c'est pas difficile, celui qui ose toucher à ça, c'est 12 ans en tôle et Guantanamo à côté, c'est le Club Med. Toujours est-il que il y a dû avoir un leak parce que ça ne s'est pas retrouvé comme ça par hasard, mais c'était totalement ouvert. Donc quelque part sur Amazon, il y avait, enfin sur le cloud service de Amazon, il y avait une base de données totalement ouverte, sans encryption, sans protection, sans rien. Mais si c'est la base de données, enfin si les gens qui sont dans cette base de données sont ceux qui sont susceptibles de voter un jour, est-ce que ça veut dire que c'est une base de données qui est celle, par exemple, du ministère de l'Intérieur ou qui sert à cette fin-là, ou c'est juste pour dire voilà, ça fait autant de personnes, les enfants de moins de 12 ans, ils sont pas dedans Non, apparemment, les données qui sont présentes dans la base laissent à penser que c'est une base de données d'origine gouvernementale. D'accord. Ce qui laisse penser que la fuite est plus est moins anodine qu'elle n'y paraît. Bon, toujours est-il que, encore une fois, le gouvernement a répondu en disant la main sur le cœur qu'ils allaient tout faire pour empêcher ce genre de choses à l'avenir. Bon. Ben voilà. On voit, rappelons-nous quand même qu'il y a 3 numéros, dans le 75 je crois, on avait parlé d'un autre beau leak à l'époque, c'était la Turquie, avec effectivement l'entièreté du registre national turc qui s'était retrouvée dans la nature en clair. D'accord. Voilà. Et on attend, je le signale au passage, le résultat d'un procès qui vient de s'ouvrir pour savoir si on va continuer à leaker des choses et en parler, parce que les donneurs d'alerte prennent cher pour l'instant, et donc voilà, c'est un peu... Oui, Seb. Alors, je vais revenir, attention, sur les donneurs d'alerte. Ici, on parle... sur le Panama Papers, de gens qui auraient obtenu des informations illégalement, et on parle de poursuivre le mec qui les a obtenus illégalement. Donc, je ne sais pas si tu vois bien la différence entre ça ou le mec la société qui a un leak. Et la société qui a un leak, comme ici, par exemple, le gouvernement mexicain, si on considère que c'était une société, mais les entreprises publiques sont aussi des entreprises, eh bien, s'ils étaient en Europe, ils sont maintenant, ils seront prochainement obligés de déclarer ces leaks publiquement pour que tout le monde sache que leurs données ont été partagées et qu'ils doivent se protéger. Donc non, ce côté-là est très réglementé, et l'autre aussi, voilà. Si on prend le dossier LuxLeaks, c'est de celui-là dont je parlais, dont le procès vient de s'ouvrir, enfin en tout cas la personne, j'ai oublié son nom, j'en suis désolé, qui est sur la sellette, est accusée d'avoir volé des informations, alors que manifestement, lui, sa ligne de défense est de dire non, je suis tombé dessus un peu par hasard, je n'ai pas cherché à les prendre, je n'ai pas cherché à les et je veux bien le croire, c'est probablement pas lui le pirate qui a été chercher les informations, mais le fait de les posséder, c'est du recel, parce que ces informations ont été volées. Tu vois le sur quoi la loi essaye de poursuivre ce genre de personnes. Alors je veux pas dire qu'on doit poursuivre ce genre de personnes, mais si c'était un caméscope ou un DVD, un camion rempli de DVD, il l'a chez lui, et s'il fait un article en disant vous avez vu, j'ai tous les numéros de série de ces lecteurs de DVD, il les a chez lui, quoi. Oui. Donc c'est gênant. Peut-être que la législation doit être adaptée pour permettre effectivement que ce type de document puisse être analysé par des journalistes, quelle que soit leur source. Mais aujourd'hui, il y a un twist. Mais voilà, les Mexicains qui leak, je ne suis pas certain, pour revenir sur l'information de Marc, que ça vienne du gouvernement directement, mais probablement d'un sous-traitant, parce que si on parle, j'ai pas l'information ni la science infuse, mais si j'essaie d'imaginer le workflow du truc, si on parle des gens qui sont en âge de voter, tu dois donner ces informations à un imprimeur, à un routeur, pour que il envoie toutes les convocations probablement. Et peut-être que là, il a manqué de sécurité au niveau de l'imprimeur, parce que c'est pas le gouvernement. Ça peut être au niveau de l'imprimeur. Ça peut être un sous-traitant, mais ceci dit, si le gouvernement est comment je vais dire ça, le gouvernement peut se sentir responsable de cette fuite quelque part aussi, dans le sens où ils ont fait confiance à un sous-traitant qui est véreux, bien sûr, donc
Oui. Ouais, ici pour revenir sur le cas particulier du leak mexicain. Bon, comme je l'ai dit, ils n'ont pas encore réussi à mettre la main sur les coupables, même si au niveau des déclarations, ils s'orientent vers quelqu'un qui aurait des responsabilités dans un des partis politiques et qui aurait voulu déstabiliser les choses. D'accord. On est parti, c'est révolution. La révolution. La révolution. On reste chez toi, Marc, pour parler toujours de données, puisqu'on était à la lettre D. Et là, il s'agit du CERN qui met 300 terabytes de data en téléchargement libre. Là, on a leaké tout le monde. On a leaké tout le monde. Ouais, putain, ça va en faire des clés USB. Oui, c'est vrai. On rappelle un petit peu quand même le LHC. Pardon, le LHC, le grand collisionneur de Hadron, oui. Cet anneau circulaire qui se trouve quelque part en Suisse, par là, près de Genève, et qui est utilisé notamment, enfin c'est un accélérateur de particules, qui est utilisé pour mener des expériences quand même relativement fondamentales en physique théorique. Le boson de Higgs, par exemple. Il a permis de confirmer l'existence du boson de Higgs, la fameuse particule que la communauté physique s'arrachait depuis, sur laquelle la communauté physique mondiale travaillait depuis des années. Petit cocorico au passage, c'est le baron, puisqu'il a été fait baron, François Englert, qui faisait de l'équipe, un Belge. Rien à voir avec Jackie X. Ça s'écrit même pas pareil, parce que je connais quelqu'un qui a fait cette erreur, enfin pas fait l'erreur avec Jackie X, mais qui a écrit boson de X avec un X. Enfin voilà. Alors c'est Higgs, voilà. Voilà. Alors donc pour terminer la partie théorique, donc le LHC est un anneau qui accélère des particules à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Les protons, les particules sont accélérées avec une énergie qui est proche des 7 téraélectronvolts, ça prête 7500 fois leur énergie de masse de base. Ça permet d'avoir des trucs assez marrants. C'est-à-dire on fait péter des particules les uns contre les autres et on mesure. C'est une espèce de bowling. Voilà, exactement. Et on mesure les résultats. Ça permet de détecter des ondes, ça permet de détecter des particules dont la vie est d'un milliardième de seconde, mais qui permettent de comprendre mieux la manière dont l'univers est structuré, la manière dont les choses physiques agissent au niveau de la réalité et définissent notre réalité. Et ce sont ces données, donc plus de 300 téraoctets de données, qui ont été mises en ligne par le CERN via le site opendata.cern.ch où les personnes intéressées peuvent aller taper dans les données pour, principalement, ça va s'adresser soit à des étudiants en physique théorique, soit à des chercheurs, pour aller confronter les expériences et les chiffres et les résultats qui ont été obtenus avec leurs propres recherches. Et donc, ça va permettre de nourrir la communauté scientifique mondiale avec une masse de données assez colossale, dans le but, évidemment, de susciter la recherche, de faire accélérer les choses, de permettre aux gens de poser de nouvelles théories, et donc d'aller plus vite dans le développement scientifique mondial. C'est le genre d'initiative qu'il ne faut faire qu'une chose, c'est saluer bien platement. Bah oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne s'adresse pas au Pékin moyen, hein, je veux dire. Je te rappelle qu'il faut beaucoup de clés USB pour y aller, donc voilà. En plus, voilà. Donc, mais ça va faire frissonner pas mal d'universitaires, ça c'est clair. Ça c'est clair. On passe à la lettre F, si vous le voulez bien. F comme futur. C'est marrant parce qu'on pourrait utiliser cette lettre F comme futur à peu près dans tous nos épisodes, puisqu'on parle régulièrement de technologies nouvelles et de futur. Mais je savais pas où les caser en fait. C'est bien ce que je me disais, parce que C comme camion, ça aurait fait couillon. F comme futur, je suis désolé, mais alors on peut garder le F et faire F comme foutoir pour remplacer le what the fuck. On peut aussi. On mettrait tout sous la lettre F à ce moment-là. Sébastien, on parle de camion. Poète. Fallait que je le fasse parce que je savais que sinon c'était lui qui le ferait. Le camion autonome arrivera plus vite que prévu, malgré les limitations de vitesse, Sébastien. Autonome, ça veut dire qu'il est tout seul. Camion autonome. Camion autonome. Et alors tu peux en faire une autre, hein, si tu veux. C'est que tout ça part d'une actualité. Et c'est un convoi de camions autonomes qui ont traversé l'Europe et qui sont arrivés il y a peu au port de Rotterdam. Oui, ils étaient partis de Bruxelles, je pense, non ? Enfin, en tout cas, ils étaient passés par Bruxelles, par l'Atomium. Voilà. Et donc, il y a TechCrunch qui s'est amusé à analyser un petit peu les tenants et aboutissants de cette technologie et en se posant la question, est-ce qu'on va avoir des camions autonomes demain sur l'autoroute plus vite que les voitures autonomes. Et donc en lisant le début de l'article, je me dis non, oui,
les gens sont pas excités par un camion autonome. À la fin de l'article, je pense que si j'avais de l'argent à investir, je le mettrais directement dans les camions autonomes. Il faut préciser quand même une chose, c'est qu'il y a même quelqu'un qui conduit. Hein. Ceux qui sont autonomes sont ceux qui suivent le premier qui, lui, est conduit. Oui, et ici, oui, effectivement, c'est des camions en chaîne. Donc, il y en a un qui conduit, qui le jette dans le fossé, et puis on perd 20 camions. C'est ça. Si le type s'endort, il a 20 camions derrière lui qui font le même chemin. C'est ça. Mais c'est pas le but. Hein. Le but, effectivement, d'avoir des trucs complètement autonomes. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que quand tu fais tous les calculs, je vous passe tous les calculs parce que c'est chiant, hein, mais c'est intéressant. Ça vaut la peine quand même d'aller les lire. Faites-vous chier, quoi. Il y a 300 térabytes de calculs. Ouais. C'est que tu prends pas mal de points pour une entreprise de transport, par exemple, que le mec il peut conduire que 11 heures par jour. Oui. Un camion sans chauffeur, il peut conduire 24 heures sur une journée. Ouais. Il n'a pas besoin de se reposer. Non, mais il va tomber en panne à un moment donné parce qu'il a quand même besoin de... en panne. Par contre, il va tomber en panne, mais il s'en fout des limitations de vitesse. Donc le mec qui est à 11 heures par jour ou qui est payé au kilomètre, il va turbiner pour essayer de faire le plus possible. Oui. Le camion qui roule 24 heures sur 24, il peut très bien rouler à une vitesse inférieure pour consommer moins et donc pour réduire toute son empreinte énergétique et donc le coût de son transport tout en en faisant beaucoup plus. Donc, et quand tu fais la somme de tout, eh bien le fait est qu'on a quasi une augmentation de 400% en différence de prix entre aujourd'hui un humain qui conduit et demain un camion automatisé. Ouais. Alors du coup tu as plein de voix qui vont se lever, de gens qui vont se lever et qui vont dire mais non, on va supprimer des emplois. Alors oui, effectivement, on va supprimer des emplois. Par contre, aujourd'hui, quand on regarde le marché des camionneurs, je vois pas beaucoup de camionneurs qui ont 20-25 ans. Effectivement, ils ont regardé les statistiques, hein, je dis pas ça dans le vide. La moyenne des camionneurs, c'est le milieu de la cinquantaine. Ouais. Et donc, on est sur une profession qui aujourd'hui n'est pas tout à fait remplacée, sur des jobs qui sont pénibles, parce que regarder pendant 11 heures d'affilée la route, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus sympathique. Là, on parle clairement de ce qu'on appelle le transport international routier, c'est des gros camions, hein. C'est pas les petits transporteurs locaux, les camionnettes, les petits formats ne sont pas pris en compte là-dedans, hein. Parce que là, j'imagine qu'il doit quand même y avoir pas mal d'emplois jeunes, entre guillemets, mais c'est vrai que sur les gros camionneurs, l'image qu'on en a, c'est pas des gens tout jeunes, quoi, c'est clair. Voilà, et donc le tout faisant, toutes ces entreprises ont énormément d'argent à gagner et de moyens de réduire les coûts et d'améliorer la vie de tous ces travailleurs qui aujourd'hui n'est pas forcément les plus fun et qui peuvent être remplacés par autre chose. Ceci dit, on les a vus chez nous, hein, en Belgique, avec les grèves, etc. Oui. Ils tiennent quand même à leur emploi, quoi. Hein, oui, bien sûr, ils tiennent à leur emploi. Hein, comme les gars qui étaient dans le fond de la mine tenaient aussi à leurs emplois. Ouais. À partir du moment où tu peux libérer la population d'un emploi pénible, moi je trouve que la conduite d'un camion, ça reste un emploi pénible, eh bien il faut le faire et trouver d'autres emplois à ces personnes, leur en créer de nouveaux, parce qu'on aura besoin de maintenance sur ces camions, parce que s'il y a plus de camions, on aura peut-être besoin de gens pour les décharger, et donc ils pourront être chez eux tous les soirs, il y a peut-être tout un truc. Moi j'ai connu des gens qui ont fait ce métier, ça les a déglingués, quoi, hein. C'est les rythmes qui sont pas vraiment humain, c'est vraiment très particulier comme boulot. Tu parlais de la mine, c'est une image évidemment, mais on n'en est pas loin, hein, sur ce type de boulot. Je peux comprendre que celui qui aime ça, il aime ça, mais ceci dit, c'est quand même très très contraignant et très à suivre, comme on a l'habitude de dire. Il y a un autre point, je suis désolé d'ajouter, c'est toute la mortalité. Oui. Donc aux États-Unis, les accidents. Donc oui, parce qu'ils meurent pas en conduisant. Hein. En général, quand ils meurent, c'est qu'ils viennent de faire un accident. Alors, ce sont des chiffres américains, mais en un an, il y a eu autant de morts aux États-Unis impliquant des camions. Donc ça ne veut pas dire que les camions sont toujours la source, mais impliquant des camions, que sur tous les avions qui se sont crashés en vol domestique, donc toujours US, sur 45 ans. D'accord.
Donc c'est des chiffres qui sont énormes et rien que sur la même période, il y a 835 camionneurs qui ont perdu la vie en roulant. Donc c'est vraiment des chiffres importants de Ceci étant dit, ouais, on peut tourner les chiffres comme on veut, mais c'est vrai que plus on passe son temps sur la route, plus on a de chances d'avoir d'accidents. c'est aussi une statistique qui compte aussi. Donc, mais tout ça est intéressant dans le sens où effectivement on sent que ça va évoluer de ce côté-là et que c'est un vrai débat de société, bien plus que la voiture autonome finalement, hein, qui elle est plus pour l'instant en tout cas de l'ordre du gadget ou de la facilité ou des moyens financiers de son utilisateur. On reste dans le futur évidemment avec une batterie increvable découverte un peu par erreur, Sébastien. Voilà, alors ici ça se passe encore aux États-Unis et c'est alors comment elle s'appelle? Faudra que je retrouve le nom de la fille, mais c'est elle qu'on voit à l'image qui est une grosse dégueulasse. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'était tellement drôle ce truc, mais c'est une grosse dégueulasse à la base. C'est ce qu'on Pourquoi ça passe de quoi cette batterie Alors donc, aujourd'hui, on a des batteries lithium qui ont une durée de vie, plus ou moins limitée. Donc après un certain nombre de charges, ta batterie, tu l'as dans l'os, elle est morte. Ton MacBook, tu le jettes à la poubelle. Ton téléphone sur lequel tu sais pas changer la batterie, tu danses sur dessus, c'est mort, c'est poubelle, c'est foutu. Et donc 7000 charges, hein, plus ou moins, et puis c'est mort, quoi. Et donc il y a une autre technologie aujourd'hui à base de fil d'or que je ne connais pas mais sur laquelle ils sont en train de travailler, mais qui apparemment est prometteuse, mais a quelques désavantages encore aussi au niveau du nombre de recharges possibles avant que ta batterie ne claque complètement. Et donc ils font des tests en laboratoire, une recharge, 2 recharges, nananaire, elle est morte ma batterie. Et puis la fille, donc c'est une étudiante avec Mia Le Tai. Elle refait son expérience, mais elle venait de bouffer un gros burger avec les doigts pleins de gel, et c'était pas un burger, elle venait de faire une autre expérience, mais elle avait encore plein de gel sur ses mains de l'autre expérience, et plutôt que de se laver les mains, alors qu'on parle de trucs sur lesquels elle travaille de nanomètres, hein, donc c'est des trucs ridiculement petits, hein, donc elle doit se dire quand même que les doigts dégueulasses c'est pas bien. Elle fait son expérience, hein, ni vu ni connu, et puis elle voit le résultat de son expérience, c'est qu'en fait, au lieu de 7000 charges, sa batterie, elle tient 200 000 charges. Et donc là, elle se dit, il y a un problème dans mon truc. Et donc ils ont cherché, ils ont vu, merde, c'est parce qu'on a mis du gel autour des fils. Et donc ils sont pas morts. Et donc voilà, ils sont en train de faire des tests pour aller plus loin. Mais peut-être que grâce à Mia Le Tai, la grosse dégueulasse, on aura des batteries qui vont faire 200 000 cycles. C'est génial, non? C'est génial. Mais c'est souvent le cas. Enfin, il y a pas mal de découvertes comme ça qui sont issues de grosses dégueulasses. Peut-être de grosses dégueulasses ou de gens qui n'ont pas bien fait leur boulot. Je pense au post-it, par exemple. Il paraît que c'était quelqu'un devait travailler sur une colle, machin. Il a raté son coup et il a inventé le post-it. Donc, il y a des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Moi, je trouve qu'il faudrait lui donner une médaille ou lui offrir un hamburger ou comme ça. Et peut-être un gant de toilette et du savon. Oui. C'est une autre histoire. Bon, on verra aussi ce que ça va donner dans l'industrie quand on aura droit à ce produit. Oui, mais il faudra pas la laver. C'est ça, quoi. J'imagine des usines avec des gros dégueulasses. Bon, on va repasser la parole à Marc. Pour parler du futur, puisqu'on est à la lettre F toujours, puisque après la voiture, après le camion dont on a parlé, le navire de guerre autonome peut voir le jour également, Marc. Non, il ne peut pas voir le jour. Il a déjà vu le jour. Ah, il a déjà vu le jour. C'est une réalité. Ça s'appelle le Sea Hunter. Bonjour. Et c'est un bidule qui a été lancé très officiellement il y a quelques jours par le DARPA, qui est le département de la défense qui s'occupe de tout ce qui est projet avancé, armes secrètes, etc. et la Navy américaine. Et donc, ils viennent de lancer officiellement ce bidule, qui est un navire autonome, entièrement dépourvu d'équipage humain et qui est dédié à la lutte anti-sous-marine. Une espèce de drone marin. Un drone de 40 mètres, quand même. C'est ça, le gros drone. Pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble à s'y méprendre à un sous-marin, mais qui serait jumelé à un catamaran. Voilà, à peu de choses près. Voilà. Alors donc, c'est issu d'un programme DARPA et ça a commencé tout récemment une phase de test qui va durer 2 ans.
Alors, préciser qu'au contraire des camions dont Seb parlait tantôt, il n'y a pas ici de drone devant qui va guider et les autres suivent. Non, le truc n'est pas télécommandé par un opérateur. Il fonctionne entièrement à l'intelligence artificielle. D'accord. Une fois que la mission est définie, généralement, ce sont des manœuvres d'observation, des manœuvres de contre-reconnaissance. Le navire est capable de travailler tout seul, sans aucune intervention humaine, et surtout, ce qui permet d'éviter des guerres atomiques totalement malencontreuses, capable de reconnaître et de respecter les règles de navigation internationale. D'accord. Ça aide. Donc, au niveau du coût de développement, DARPA annonce un développement à hauteur de 20 millions. C'est pas énorme pour un truc pareil, avec un coût de fonctionnement quotidien de 15 000 à 20 000 dollars, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'un navire normal coûterait en coût de fonctionnement humain. Alors les analystes, parce qu'ils sont toujours très comiques, ceux-là n'ont pas hésité à commencer à comparer le truc au Google Car de la lutte anti-sous-marine, qui pourrait bien uberiser le marché des navires de guerre. C'est génial, franchement. Oui, c'est ça. Quand ils s'y mettent, bon, voilà, quand ils s'y mettent. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau militaire, parce que ces gens sont très imaginatifs dès qu'il s'agit de taper sur la gueule de l'autre, on retrouve quand même, c'est pas la première initiative d'utilisation d'une intelligence artificielle. Il y a déjà notamment Samsung, toujours eux, Samsung, ils font pas que des smartphones, on rappelle, ils font des buildings, ils font des navires, ils font des... Voilà, ils font aussi des robots sentinelles militaires, notamment le SGR-A1. Pour les sympa. Amateurs, salut SG. Voilà. Qui sont notamment déployés le long de la frontière entre les deux Corées pour éviter que les types se tirent dessus malencontreusement. Il y a également des robots démineurs russes qui fonctionnent avec une intelligence artificielle et qui sont totalement autonomes, avec un taux de détection qui dépasse les 95% en succès et qui sont capables de remplacer par appareil entre 15 à 20 démineurs humains. Et il y a toujours chez les Russes, parce qu'ils sont très imaginatifs encore plus que les autres, des robots sentinelles qui sont généralement déployés aux alentours des camions porteurs de missiles. Et voilà, de nouveau capables de patrouiller, vérifier automatiquement. Donc, on parle aussi de drones autonomes, en l'occurrence dans le milieu agricole, pour surveiller les pâturages et des choses du genre. Et ils sont tout à fait... on les lâche dans la nature et ils survolent les champs et préviennent quand il y a un souci de météo ou d'une intrusion, des choses comme ça. Le maïs a bougé. Sortez les flingues. Non, mais ici, c'est quand même amusant. C'est quand même... Force est de constater que tous les domaines qui touchent à l'armée, aux militaires, etc., s'embarquent aussi dans la direction de l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, les arguments sont innombrables en faveur de pas de risque d'erreur humaine, pour qu'on ait bien développé les algorithmes. Un point-virgule oublié, ça peut avoir des conséquences désastreuses ici. Pas de congé maladie, pas de contestation salariale, pas de fatigue, pas de grève, pas de problème de vigilance, pas de cas de conscience, surtout. Rappelez-vous le début de Wargames, le jeu, il y en a un qui avait un problème pour appuyer sur le petit bouton rouge. D'où le remplacement par un ordinateur sans âme et sans état d'âme. Donc voilà, c'est quelque chose qui va de nouveau être à suivre sur le long terme, mais tous les camps s'embarquent dans la mouvance, les Américains, les Russes, les Chinois, c'est une tendance mondiale, c'est clair. Là où il y aura un souci, c'est qu'en CIA, le A sera aussi pour artificiel. Ça risque de poser quelques petits problèmes. En tout cas, c'est un bel objet. C'est une belle bête. Esthétiquement, c'est très beau. Oui. Moi, j'ai toujours adoré les sous-marins. Je trouve que c'est passionnant. Mais là, c'est vraiment un bel objet. Enfin, soit. Passons. On passe à la suite, plutôt. Il y a la lettre S. S comme sécurité. Marc, on va parler de Badlock, c'est ça ? C'est une faille dont on parle. Alors, c'est une faille dont on parle, qui fait le buzz, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, Badlock, c'est une faille qui a été trouvée... Elle n'est pas récente, elle a été trouvée il y a quelques mois, mais la société qui l'a identifiée a décidé de faire du buzz autour. Donc, ils ont annoncé, voilà, on a trouvé une faille, critique, machin, dangereux, la fin du monde est proche. Mais par contre, on est gentil, on va publier... Le 12 avril, effectivement, c'était publié le 12 avril, un full disclosure avec tous les détails de la faille. On va faire un site web pour ça, avec toute la communication, les correctifs et tout. D'accord. Alors, Samba, pour rappel, pour les plus geeks ou pour les plus informaticiens d'entre vous, Samba, en fait, c'est un logiciel qui gère une interopérabilité entre différents systèmes au niveau d'un protocole de gestion de fichiers qui est le protocole SMB, qui est propre à Microsoft Windows. Ça permet notamment
à des ordinateurs Windows d'accéder à des fichiers sur des ordinateurs qui sont sous Linux, sous Unix, et inversement. Donc c'est une couche d'abstraction qui gomme en fait les différences de gestion de fichiers pour avoir une architecture tout à fait libre d'un bout à l'autre. Un doigt se lève, je t'interromps. Oui, mais ça, je le sentais arriver le doigt, forcément. Tu l'as senti le doigt? Ouais, je l'ai senti arriver le doigt, gros comme ça. Je veux juste qu'on nous fasse pas une remarque sur ce qu'est Samba, si je peux me permettre. C'est que voilà, Samba, effectivement, c'est le nom du protocole qu'ils ont mis ici, SMB, et du service sous Linux, pour accéder à ça sous Windows, mais à la base c'est un truc qui est complètement fermé Microsoft et qui permet effectivement l'échange de fichiers entre machines Windows. C'est et ça, maintenant ça le permet avec des machines Linux parce que les gars ont fait du reverse engineering sur le protocole de partage de fichiers de Microsoft pour y arriver. D'accord. Cette précision était utile, ça va nous éviter effectivement d'avoir plein de remarques désobligeantes. Oui, désolé. Merci Sébastien. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais pour revenir à Badlock, toujours est-il que, après avoir entendu l'information, beaucoup d'experts en sécurité ont dénoncé le fait que ici, voilà, la faille, une fois qu'elle a été dévoilée, n'était pas si terrible que ça. Bon, c'était une faille importante, clairement, mais peut-être pas au point de mériter le niveau critique et tout le buzz qui avait été fait autour. Donc, quelque part, on accuse un petit peu, entre guillemets, la firme à l'origine de la découverte de la faille de l'avoir utilisée à outrance, avec création d'un site dédié, logo, voilà, parce que maintenant la faille a son nom, elle a son logo en plus, c'est magnifique. On avait déjà parlé d'un phénomène similaire, mais il y a quelques mois, même quelques années. Oui, c'est ça. La fameuse faille. Effectivement, voilà, maintenant les failles sont médiatisées, utilisées pour permettre aux sociétés de sécurité qui les découvrent de se faire mousser. C'est ça, voilà. Ça devient un outil de promotion marketing comme un autre. Et c'est plutôt là que ça fait hurler, plutôt le fait qu'il y a une faille qui n'ait pas été corrigée dans le protocole. Oui, je me rappelle de cette histoire où ils avaient même retardé l'annonce pour pouvoir mettre en place un plan marketing. Enfin, c'était complètement... Mais globalement, c'est ce qui s'est fait ici. Ils ont détecté la faille, ils ont annoncé qu'ils l'avaient trouvée, et ils ont préparé le temps de faire leur belle campagne, de lancer leur buzz avant de dire, voilà, on l'a fait. Exactement. Enfin voilà, encore un truc particulier. Voilà. On reste dans la sécurité, Seb, pour parler de Spotify, qui aurait été piraté. Qu'est-ce que c'est Oui, et je vais en rajouter un autre après, mais d'une seconde. Alors Spotify, alors c'est quelque chose qui sort un document ici à la base qu'on retrouve sur Pastebin. Donc Pastebin, c'est l'endroit de rêve de la plupart des pirates où on va retrouver toute une série de fichiers de comptes. Enfin, c'est pas ça le but du site, hein, c'est vraiment d'aller faire ce qu'il y a dans son... dans son clipboard, dans son presse-papier. C'est ça c'est le but du jeu, hein, c'est d'aller copier ce qu'il y a dans ton presse-papier. Et au final, c'est tu te retrouves avec des fichiers, effectivement, avec des numéros de carte de crédit, avec des listes d'utilisateurs, des passwords, des emails, machin, tout. Et ici, on se retrouve avec une liste. Ça a été découvert avec plein d'utilisateurs de Spotify, avec le type de compte, leur pays, l'utilisateur, le mot de passe, et quand est-ce que le truc va être renouvelé, donc jusqu'où il va fonctionner, etc. Et donc il y a une liste de comptes assez importante, et donc il y a la firme de sécurité qui a donc contacté Spotify pour dire il y a quelque chose. Spotify dit qu'il s'est rien passé, mais les gars ont creusé et ont été voir... ont été questionnés tous ces utilisateurs pour savoir ce qu'il en était, hein, si c'était un vieux hack ou si c'était quelque chose d'actuel, parce que ça pouvait être... Il y a eu des vieux hacks Spotify, c'est pas la première fois qu'ils se feraient pirater. Et tous les utilisateurs qui ont été contactés confirment que non, ça vient d'arriver là tout de suite, et ils sont en train de se battre pour certains pour récupérer l'accès à leur compte, parce que les gens qui sont connectés ont changé les emails et les mots de passe, et donc ils n'ont plus accès à leur propre compte qu'ils sont en train de payer, et pour ça, et pour récupérer leur accès, Spotify n'est pas extrêmement, je vais dire, efficace vis-à-vis de ses consommateurs. Donc il y a un petit peu de grogne et un petit peu d'incertitude sur ce qui se passe, mais en tout cas il y a une série de comptes Spotify qui aujourd'hui se retrouvent dans la nature. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est la faute à Spotify,
parce qu'effectivement, ça peut être un ancien AKE et que on continue à retrouver les comptes qui fonctionnent toujours. Ça, c'est un point. Ou ça peut être des emails qui sont hackés d'un autre service et qu'on vérifie s'ils fonctionnent chez Spotify parce que, effectivement, la plupart des gens ont tendance à utiliser le même mot de passe avec le même email dans la plupart des services. Donc, on ne sait pas encore d'où ça vient, mais on sait que pour le moment, il y a des trucs qui se passent. Par contre, on sait qu'il y a une autre faille qui était chez Facebook, en l'occurrence, qui a été dévoilée par Bitdefender, je pense, cette semaine, et qui a été corrigée par Facebook, et qui permettait simplement, en recréant un nouveau compte avec un email foireux, et donc de créer un faux compte, et ensuite de le modifiant avec l'email de ta victime. Non, c'était l'inverse en fait. C'était d'abord un compte avec ta victime. Enfin bref, et t'arrivais à avoir accès au compte de la victime. D'accord. Si vous n'avez pas compris comment ça se passait, allez voir le site de Bitdefender, il vous l'expliquait en long et en large. Mais cette faille a été corrigée par Facebook, mais c'était vraiment d'une simplicité enfantine pour pouvoir rentrer sur le compte de tout le monde. C'est fou ça. Tu avais une autre faille, je pense, j'ai vu ça sur Facebook ou sur Twitter, où tu as partagé, toi, une autre expérience de faille concernant le contrôle technique. Rappelons qu'en Belgique, passé un certain âge, la voiture passe un contrôle annuel technique et qu'on doit prendre un rendez-vous, etc., pour aller montrer sa voiture à des messieurs qui vont dire « Ah, vos freins fonctionnent bien, ah, vos pneus sont lisses, ah, machin, etc. » Donc tout ça pour éviter d'avoir des poubelles sur nos routes, ce qui est une bonne chose en soi. Mais lors de la prise de rendez-vous, toi, tu as eu un autre, enfin, sans le faire exprès en plus. Oui, sans le faire exprès, effectivement. Nous, en Belgique, sur ce site-là, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs, on avait le choix entre une recherche par le numéro de châssis ou le numéro de plaque. Et il se fait qu'en recherchant le numéro de plaque, on peut chercher n'importe quel numéro de plaque et savoir qu'est-ce qu'il y a comme voiture derrière, et y compris avoir le numéro de châssis en fouillant un tout petit peu. Donc, pour la manière dont le site fonctionnait et ce qui nous trouble en tant qu'informaticien, parce qu'on se dit putain, j'ai accès à toutes les informations, eh bien apparemment de sources confirmées, cette société avait déjà été informée en tout cas de ce genre que ça troublait d'autres personnes. Mais dans d'autres pays, par exemple en Suisse, tu peux avoir à partir d'une plaque toutes les informations du citoyen, et dans d'autres pays, tu peux avoir plein d'autres informations. Donc, il n'y a que chez nous que ça me choque en tout cas, parce que c'est des plaques belges, et je n'en étais pas le seul, mais ça a l'air d'être normal, même si je trouve pas ça tout à fait normal. Je trouve c'est bizarre aussi, mais bon. De pouvoir chercher. Et quand on fouine un petit peu plus loin, effectivement, le site est un petit peu plus ouvert encore que ce qui a été publié là-bas sur mon profil, donc j'ai réussi à récupérer vraiment une simplicité enfantine, beaucoup plus d'informations sur la voiture, manière dont je ne dévoilerai pas ça ici sur le podcast, parce que le truc est toujours live sur le site, et il faudrait pas aider des gens mal intentionnés, parce que en fait il suffit après coup d'avoir le numéro de plaque, le numéro de châssis et la date de première immatriculation, et c'est parfait pour du vol de véhicule. Tu fais tout ce que tu veux avec ça. Oui, comme faire de fausses cartes grises. Je crois qu'en Belgique c'est compliqué, hein. Maintenant les cartes grises, on ne sait plus vraiment les pipoter, etc. Mais enfin, ceci dit, ça permet... Des sources me disent que ça suffit pour beaucoup de criminels dans le domaine des voitures. Donc voilà. Donc, comme quoi, des fois, les fuites, les petites, ça dépend, c'est des fois les toutes petites choses qui conduisent à de grosses catastrophes. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. Si je peux, je vais encore une petite anecdote là-dessus sur la sécurité au niveau des voitures, si je peux. C'est que tu dis ça suffit pour voler ou autre. En Belgique, il y avait des bandes qui existaient pour casser les carreaux de nos petites voitures, et en fait ta voiture était toujours là, tu te dis mais on m'a rien volé dans ma voiture, et on t'avait juste volé ton papier. Et de là, la plupart des gens ne s'inquiétaient pas trop, parce qu'ils se disent c'est pas grave, j'ai un double et je refous une vitre. Mais la bande organisée allait en France, et ça marchait essentiellement avec des marques françaises. Donc nos amis français, bravo à l'époque pour le manque de sécurité. Et en présentant ce papier, ces marques françaises te refaisaient un double du véhicule. Oui, c'est ça. Et donc 2 semaines après, le mec revenait en Belgique avec la clé de ta bagnole, et il partait avec ni vu ni connu, avec la nouvelle vitre.
Et avec la nouvelle vitre en prime, effectivement. Donc voilà, il y a plein de trucs et c'est effectivement, donc juste avoir ton numéro de châssis, ton numéro de plaque, c'est déjà un problème. C'est déjà beaucoup, effectivement. Et quand je disais qu'il y a des fois des petites erreurs comme ça, passagères, ou des petites pannes qui peuvent causer de gros soucis, c'est ce qui est arrivé au Bangladesh, Marc, puisque il y a quand même 80 millions de dollars qui ont été dérobés à cause d'un simple routeur, en fait. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça, mais à la base, oui, c'est un problème de routeur et aussi un problème de bras cassés. Parce que franchement, ça, il y en a toujours. Oui, il y en a. Donc, des petits comiques ont réussi en fait à rentrer dans les comptes et dans le système informatique de la banque centrale du Bangladesh, dont le siège se trouve à New York. Donc, ils ont réussi à passer parmi les systèmes de sécurité de la Fed, ce qui est quand même pas mal au premier chef. Ouais. Et puis, ils sont rentrés dans le système de la Banque centrale. Ils avaient l'intention apparemment, parce qu'ils avaient programmé toute une série de virements dont ils avaient inondé le système informatique, ils avaient prévu de détourner 850 millions. Pas mal. Quand même pas mal. Et ils ont fait ça simplement en balançant des virements à l'appel. Toujours au même compte. Le compte d'une société, d'une organisation qui s'appelle la Shakila Foundation. Personne ne connaît. Non. Seulement, premièrement, ils ont mal orthographié le nom. Et ils ont mis Foundation avec un A. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques virements passés, pour 80 millions, c'est là que s'est arrêtée l'hémorragie, un employé de la Deutsche Bank qui relayait les trucs s'est dit, il y a un truc qui va pas normal, c'est pas correct. Il a averti la banque, qui a coupé la chose. Il y a eu une enquête de sécurité pour savoir d'où avait pu venir la faille, et on s'est rendu compte qu'en fait, et c'est là que ça devient amusant, que le système de sécurité, le système informatique de la Banque centrale du Bangladesh utilise des routeurs à $10. Non configurés, avec les réglages par défaut. Ok. Voilà. Donc effectivement, quand tu dis que ce sont des petites choses qui peuvent... Oui. Des petites choses, enfin là, c'est quand même énorme, quoi. Enfin, ça, c'est énorme, voilà. C'est vraiment... c'est très particulier, voilà, en plus. Donc on espère que d'ici là, on espère que depuis lors, ils ont changé de route. ou au moins les mots de passe. Ou au moins le responsable de la sécurité. Aussi. On accélère un... Oh là. Je vois Sébastien. Gros, ça. Sébastien qui s'est tout d'un coup... Oh, j'ai un truc à dire. Un truc à dire. Qu'est-ce qu'il a à dire, Sébastien J'avais dire qu'il y avait un autre truc qui était... alors, c'était quelle boîte qui a sorti ça? Kaspersky, qui avait sorti une alerte cette semaine qui était affolante, et ça me fait penser à ça quand Marc parle de banque. C'est qu'ils disent la plupart des distributeurs de billets aujourd'hui peuvent être piratés. Je fais l'histoire super courte. Comment? Eh bien, c'est pas en attaquant le réseau, c'est pas en attaquant la banque ou quoi que ce soit. Ils disent c'est simplement que c'est des machines qui sont antiques. Elles sont sur des Windows XP pour la plupart, avec un protocole pour accéder à tous les périphériques qui n'est pas sécurisé. Et le fait est que aujourd'hui, la plupart de ces distributeurs physiquement ne sont pas sécurisés. Donc les billets eux-mêmes sont dans les trucs sécurisés, et toute l'informatique qui est autour, c'est très facilement accessible. Et donc en fait, ils disent voilà, à partir du moment où tu es rentré dans le schmilblick, tu sors tous les billets que tu veux. Oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt que s'attaquer à la boîte dans laquelle se trouvent les billets, il vaut mieux s'attaquer à la boîte dans laquelle se trouve l'outil informatique. Après, il faut quand même quelques compétences pour pouvoir dire à l'outil informatique ouvre la boîte dans laquelle se trouvent les billets, quoi. Il y avait déjà des kits tout en un qui avaient fuité à droite à gauche. Et du style, tu avais accès de nouveau à un port USB, clé USB, injection, boum. C'est ça, quoi. Sortez les sous. Sortez les sous. Sortez les sous, grosso modo, c'est ça. Mais il faut avoir accès au port USB. On va speeder un tout petit peu parce que voilà, c'est la fin, mais en même temps, bon, S comme social ce coup-ci. On va parler de Twitter, on va parler de Facebook Live. Qui dit qu'on le fait déjà depuis 10 ans, ça? Qui? Seb. C'est qui dit? Hein? C'est qui dit quoi? C'est qui dit ça? C'est Jacques Dorsey. Si. Oui, on ne pas confondre avec Marc Dorcel. Ni avec le musée. Voilà. Et donc, oui, donc Jacques Dorsey qui s'est targué d'une petite intervention sympathique pendant qu'il papotait avec ses actionnaires, parce que pour le moment, on peut pas dire que Twitter c'est la joie au niveau de l'action et des pépettes. Eh bien, critique de la
part de ses actionnaires, t'as vu Facebook, machin, live et tout le bazar, t'as vu tout ce qu'ils font, on se fait écraser. Et la réponse de Twitter, il dit, mais nous, tout ce qui est live, ils sont gentils Facebook, mais on fait ça depuis 10 ans. Et donc, voilà, il y a un petit peu de mauvaise foi pour le moment chez eux, plutôt que de se battre sur ce qu'ils doivent faire. Et ça essaye de tacler un petit peu Facebook, mais en attendant, je voudrais juste rappeler, s'il nous écoute, que pour le moment Facebook fait plein de bons oufs et que lui, voilà quoi. C'est fou, c'est que pour parler de vidéos en live qu'on avait montré ici, et que voilà, tout le monde s'en sert aujourd'hui. On en reparlera d'ailleurs dans la lettre W un peu plus tard. Tout le monde maintenant fait des vidéos sur Facebook, alors que Periscope existe depuis 2 ans. et donc c'est là que ça fait buzz. Et moi, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui fait un Facebook Live, alors que ce soit un particulier, ça c'est plus rare, mais en général c'est des médias, des entreprises, des journalistes, etc. qui font leur petit live, etc. Ça apporte réellement quelque chose. Dire qu'ils font ça depuis 10 ans, c'est un peu tordre l'histoire à sa sauce, quoi. C'est pas tout à fait exact de ce côté-là. Ils ont d'autres choses à apporter. Il ferait bien de se focaliser dessus, peut-être. On en termine avec la lettre S déjà, mais avec Marc, pour parler de Dropbox Infinite, c'est Infinité ? Infinite, c'est fini. Finite ? Finite. Finite dans le sens où la grosse problématique avec Dropbox, c'est qu'à partir du moment où tu as une masse de données colossale de l'autre côté cloud, si tu veux la synchroniser sur ta machine, tu dois avoir une place colossale pour synchroniser toutes tes données. Ou tu dois commencer à aller dans tes settings en disant je veux ce folder, pas celui-là, je veux celui-là. Voilà. Et ça devient vite assez cauchemardesque. Donc le projet Infinite, c'est une nouvelle version de Dropbox qui va en fait rajouter le concept de lien streamable. D'accord. Ça a l'air très très compliqué comme ça, mais en fait c'est tout con. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un document qui est sur Dropbox peut être sur Dropbox et sur ton PC. Demain, un document qui peut être sur Dropbox, mais pas sur ton PC, mais exister sous forme de lien existant, sur lequel il te suffira de double-cliquer pour que automatiquement il soit streamé sur ta machine. Et une fois que tu n'en as plus besoin, pouf, il repart de l'autre côté. Donc en fait, c'est une extension du Dropbox historique qui va permettre d'avoir une capacité de stockage virtuel beaucoup plus importante sans forcément prendre de la place physique en plus. D'accord. C'est pas mal pensé. On espère juste qu'ils vont améliorer la gestion de leur offre entreprise, parce que ça, aux dernières nouvelles, c'était toujours pas ça pour les multi-utilisateurs. Oui, et j'ai lu aussi, mais en diagonale, plein de questionnements concernant les outils liés aux fichiers qui sont stockés, un petit peu à la manière du Drive de Google, qu'ils étaient un petit peu à la ramasse de ce côté-là, sur les éditeurs de contenu, de fichiers texte, de fichiers doc, Google a pris une avance énorme, effectivement, là-dessus. Ça devient... nous-mêmes, on emploie, nous, ici, dans le podcast, on utilise Google de manière intensive pour partager toutes ces informations, et ça marche franchement pas mal. La preuve, c'est que je suis capable de lire W comme what the fuck. Magnifique. c'est marqué devant moi. Mais c'est la suite. La suite logique et la fin de cet épisode 78, qui se termine traditionnellement avec la lettre W, qui est un petit peu chargée cette semaine, mais on va aller vite quand même. Sébastien, on commence avec Hardcore Henry. C'est quoi ? C'est qui ça ? J'étais le voir, mais il va bien. Il va bien ? Il vous salue. D'accord. De quoi s'agit-il ? Il faut remettre les choses dans son contexte parce que tout le monde n'est pas au courant. Non. Eh ben, il vous salue et en fait, pour une fois, parce que je fais le contexte alors, du coup. Ouais. J'avais de la chance d'une soirée pour un anniversaire de rencontre avec ma femme, de ne pas avoir mes enfants dans les bras et dans les pattes et tout ce que tu veux, et donc on a décidé d'aller au cinéma. Je te fais tout le contexte, hein. Oui, mais pas vite, hein. Et donc on a été dans le cinéma, on a été juste à la ville à côté, on a regardé, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va voir à 22h ? Oh, 22h, on n'a pas grand-chose. Et donc on s'est fait tiens, un film bizarre russe, ça a l'air cool. Et ma femme aime bien les films hardcore russes, donc on a été voir Hardcore Henry. Et Hardcore Henry, pourquoi on vous en parle ici ? Parce que vous en foutez des histoires de ma femme et moi, hein, sauf certains amis de Marc. Je te fais le contexte. Hein. Oui. Je suis innocent, j'ai rien à voir là-dedans. Non, si, il y a des amis de Marc qui voulaient faire des trucs avec ma femme, j'ai pas très bien compris. Et donc, Hardcore Henry, c'est pourquoi on en parle ici, parce que c'est un podcast technologique. C'était, je pense, un des premiers, si pas le premier, hein, vous pourrez nous le dire, film totalement filmé avec une GoPro. Ah oui.
long métrage avec une GoPro qui s'est fait racheter par une boîte américaine pour la diffusion, parce qu'à la base c'est un truc russe. Alors faut vraiment aimer l'humour russe et le style d'action russe, parce que bon voilà, le scénario est assez limité, mais d'un point de vue image, c'est assez amusant à voir au moins une fois dans sa vie. Ce genre de film. Par contre, c'est très musclé. Hein. C'est vrai. Il faut quand même préciser une chose que tu n'as pas dite, c'est que l'entièreté du film est filmée en vision perspective. Donc, autrement dit, en first person shooter. Donc, en fait, tu vois par les yeux du personnage principal qu'on ne voit jamais. C'est ça, oui. Qu'on n'entend jamais, c'est vraiment, c'est un truc de des gommes à fond la caisse, c'est de la baston de base, mais c'est assez jouissif. Oui, c'est des cascades, c'est tout, tu restes le personnage, en fait, t'es proche d'un jeu vidéo, ça c'est ce que les gens le reprochent. Donc pour si tu aimes bien les jeux vidéo et la baston, et c'était vraiment ça dans la salle, c'était des jeunes 25-30 ans qui viennent avec leurs copines pour regarder un truc de baston. En attendant, il y a un couple de Belges qui ont vu ce film russe tourné à la GoPro, ce qui veut dire quand même que peu importe l'outil, finalement c'est l'occasion qui fait le larron, l'histoire aussi qui fait qu'on peut arriver à produire quelque chose. Je lisais un article il y a pas tellement longtemps sur un gars qui avait fait un film sur sa vie. En fait, il s'est filmé depuis très très longtemps. Il a monté ça, il a fait un espèce de bout à bout de différents films, des différentes étapes de sa vie. Il a monté ça avec iMovie et il n'arrête pas d'emporter des prix de cinéma indépendant et des petits prix, des trucs locaux, etc. Mais en attendant, ça se laisse regarder et ça fonctionne. Oui. C'est le mec qui était parti à Las Vegas en se filmant dans le mauvais sens, en fait, tu vois. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, tu vois. Oui, c'était autre chose, ça. C'était. On va pas refaire toute l'histoire non plus du mec qui tenait son appareil photo dans le mauvais sens. En gros, vite ici pour dire que c'est pas la première fois qu'on a fait quelque chose, un film, en tout cas un bout de film en vue subjective. C'était déjà le cas dans le catastrophique et calamiteux Doom, si vous vous rappelez. Doom avait donné lieu à un film il y a quelques années, et la partie finale du film était sous forme de clin d'œil au jeu, où il y avait tout un circuit en vue subjective avec le gros marine, on voyait juste ses bras, le gros flingue, etc. Ça. Il y a aussi une tentative de faire un film dans Second Life, si je me rappelle bien. Heureusement, ça n'a pas donné quelque chose. Ça n'a rien donné, mais c'était... Heureusement. Il n'y avait pas eu aussi un film d'horreur que les gens... il y avait eu tout un buzz en faisant penser... Blair Witch, voilà. Oui, mais c'était ça aussi. C'était le début des trucs avec les expériences caméra portée à l'épaule, caméra de base, avec les effets, pour vraiment se faire sentir le côté crasse et tout, quoi. Voilà. Ça, c'était la parenthèse. C'était c'était des accolades, ça. On passe à la lettre... on est à la lettre W, on y est déjà. On avait... bon. Mais je vais repasser la parole à Marc pour parler d'un truc belge, mais qui va faire... À mon avis, ça va faire marrer les Français, les Québécois et les Suisses aussi, puisqu'en Belgique, on envoie des frites dans l'espace, Marc. Ouais, tu viens de griller le sujet, en fait, grosso modo. Bon, il y a des choses à dire. Voilà, donc des collègues journalistes à nous, on va dire, d'une radio qui s'appelle Radio Contact, et un animateur bien précis de cette radio qui s'appelle David Antoine, qu'on salue, ont lancé le premier paquet de frites dans l'espace. Oui. Donc faut quand même savoir que la Belgique, au niveau spatial, aéronautique, a quelques industries de pointe. On a quand même quelques sociétés, quelques PME qui sont reconnues mondialement dans le domaine. On a un microsatellite qui s'appelle Oufti 1. Oui, c'est quand même un truc... liégeois. Voilà, c'est liégeois, c'est belge, voilà. Maintenant, effectivement, alors derrière il y avait une opération de com pour un fabricant de sauce probablement, puisqu'il y a eu toute une histoire avec une sauce pour frites, mais David Antoine et son équipe donc ont accroché un paquet de frites à un ballon. Vous savez, le genre de ballon qu'on utilise pour les expériences météo, qui monte très très haut, donc au-dessus de la stratosphère, avec une petite caméra, et donc le truc est monté, filmé avec le paquet de frites qui est arrivé dans l'espace avant que le ballon n'explose et que le paquet de frites redescende gentiment avec un petit parachute. Donc opération de buzz très bien montée, très bien maîtrisée, beau petit retour sur les réseaux sociaux, et franchement c'est tout à fait en phase avec l'esprit surréaliste belge. Moi j'ai adoré.
Oui, c'était bien. Est-ce qu'elles étaient froides en retombant? Ça, je sais pas. Je pense qu'elles étaient froides en retombant. Elles devaient être un petit peu gelées quand même. Ouais, elles ont dû prendre cher, effectivement. On attend la vidéo parce qu'il y avait une GoPro avec. Il y a les premières photos, ça on les a, mais la vidéo est au montage et on l'attend avec impatience de voir monter ce paquet de frites. C'est un petit peu à la mode. C'est un petit peu à la mode. On a vu aussi des vidéos où des gens faisaient monter des chaises dans l'espace et qu'ils filmaient, ou des poupées, ou son doudou, des choses comme ça. Et c'était Baumgartner, il y a quelques années, qui avait utilisé le même type de ballon, en fait, qui prend 10 fois son volume initial, une fois qu'il est à la limite de la... Comment on appelle stratosphère, troposphère, enfin bref. Donc voilà, un joli coup, avec un truc purement belge, il faut le dire. Seb, tu voulais rajouter un truc? Oui, je veux juste savoir si ça allait sortir chez Kinépolis. Je planifie, mais... Ta prochaine sortie. Je ne sais pas si on va en faire un long métrage, à mon avis pas. Ou alors en faisant vraiment un bout à bout avec le sachet de frites, la chaise, tout le mobilier qui va avec. On termine. Il reste un sujet dans ce W comme what the fuck, qui est l'appli qui pue du cul. Et là, là manifestement, c'est tous les deux qui sont... J'ai rien à voir avec cette histoire-là. Non plus, on nous l'a envoyé, celui-là. Ah, c'est juste, c'est celui de notre ami, notre auditeur qui nous a envoyé le sujet. Qui s'y colle, Marc ? Oh, écoute, oui, je peux m'y coller, mais bon, Seb a certainement eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil. En fait, ça s'appelle Nose, et c'est une coque. Une coque connectée pour smartphone qui va permettre de répondre à un problème existentiel pour le mâle qui a trop de testostérone, à savoir prévenir le propriétaire du smartphone qui commence à fouetter du dessous de bras. C'est du total what the fuck. Ça pue le service marketing en mal de buzz qui essaye de faire un truc pour une marque qui va jamais marcher. On aimerait y croire, on ne sait pas si c'est vrai. Il y a une vidéo qui tourne, on vous la mettra en lien. Mais disons que, voilà, à la base, il y aurait une coque qui serait bardée de capteurs chimiques qui vont analyser l'odeur de la transpiration de la personne qui la porte ou des personnes qui sont autour de vous. Donc, quand vous allez commencer à vous balader avec votre smartphone sous des bras de vos copains, ça va faire tâche, c'est le cas de le dire. Et il y a une application qui va vous dire attention, tu fouettes la moufette, le machin, etc. Il est temps de mettre un déo Nivea. Ah, ben voilà, oui, il y a quand même une petite promotion derrière, quoi. Derrière, évidemment. Mais donc, le truc était totalement anecdotique, totalement what the fuck. On remercie Stéphane Duval qui nous a fourni le sujet et on se désolidarise totalement de ce genre d'initiative. On n'a rien à voir avec. Effectivement. Ils sont plusieurs, cette semaine, à nous avoir envoyé des informations. Cubignol, entre autres, nous avait envoyé une info. On le développera peut-être à une autre occasion. Ce sont deux jeunes qui ont inventé des gants qui sont capables de traduire le langage des signes. Ah oui, mince, j'ai oublié de le prendre celui-là. On l'a pas pris cette semaine, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine semaine en vous montrant la vidéo. C'est assez impressionnant. C'est fait avec du Arduino, je pense, et des capteurs et des choses comme ça. Et ça fait vraiment avancer le schmilblick en l'occurrence, puisque ça donne du vocabulaire aux gens qui sont sourds-muets, par exemple, et qui, eux, sont capables de parler avec les mains, et nous, on n'est pas capable de les comprendre parce qu'on est des pauvres cons. Par contre, il y a des outils qui permettent maintenant de traduire cette gestuelle. C'est un exemple parmi d'autres qu'on nous a envoyé cette semaine. On ne peut pas traiter tous les sujets, malheureusement, mais on essaye toujours d'en toucher un petit mot ici. Je pense qu'on a fait le tour de toute la question, parce qu'on a fait un long numéro, les amis. Ce 78e épisode est un petit peu plus long que les autres. Il doit faire 78 minutes à peu près. Merci de nous avoir suivis. Merci. Tu sais pas là, t'as pas d'écran. Tu sais plus. Rendez-vous au 150e pour 3 heures d'émission. Salut. Exactement. J'ai peur parce que si chaque fois on rajoute une minute à chaque épisode, ça va commencer à être long. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos questions, etc. comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.